Bonjour tout le monde. À mon tour, j'ai le plaisir d'être parmi vous et de participer à cette journée d'endoscopie digestive de FMC. Comme vous le savez, la SMED a instauré dès le début de la pandémie un cycle de FMC consacré à différentes thématiques. Donc on a eu droit à pas mal de thématiques très intéressantes, allant de thématiques de base, que ce soit la préparation colique, jusqu'à des sujets très sophistiqués, notamment le dernier webinaire qui a traité des dérivations biliaires inhabituelles. D'ailleurs, il y a eu des orateurs nationaux et étrangers. Et au passage, bien sûr, je tiens à féliciter et remercier la commission FMC au sein du bureau de la SMED, qui à chaque fois nous a préparé des sujets très intéressants. Et cette fois-ci, il nous a concocté en quelque sorte un programme très riche avec des thématiques d'endoscopie digestive de base de niveau 1 qui sont en principe destinées à être réalisées par tous les gastroentérologues et des orateurs de qualité. Donc, moi, je serai modérateur de la première session qui va comporter deux thématiques très intéressantes, à savoir la première qui va traiter les corps étrangers, donc l'ingestion des corps étrangers, et qui sera présentée par notre ami et collègue professeur Amil Mkawi, qui, qui pratique au CHU de Oujda. Et la deuxième thématique sera traitée par notre ami professeur Ben Najah, qui va parler des techniques de résection endoscopique de base, à savoir la polypectomie et la mucosectomie. Bien sûr, je lance l'appel aux participants qui sont amenés à interagir avec nous et à poser leurs questions. Et à la suite de chaque présentation, je vais essayer de collecter vos questions et de les poser à nos amis orateurs. Donc, sans tarder, donc on va passer la parole à la première présentation, donc l'ingestion des corps étrangers par notre ami professeur Mkawi. À vous la parole, c'est Mkawi. Je remercie le bureau de la SMED de m'avoir donné cette opportunité de vous présenter cet exposé sur les corps étrangers ingérés. Alors, les ingestions de corps étrangers, les impactions alimentaires sont une situation fréquemment retrouvée en pratique clinique. Il faut savoir que pour les petits objets mousse, l'élimination est naturelle dans 80-90%, mais il existe un risque d'impaction et de perforation, notamment dans les zones de rétrécissement ou d'angulation, à savoir au niveau des sphincters supérieurs de l'œsophage, sphincter inférieur, le pylore, les angulations duodénales, la valvule iléosécale et l'anus. L'extraction endoscopique est nécessaire pour cela dans 10 à 20% des cas. On aura recours à la chirurgie que dans moins de 1% des cas. Alors, ça concerne surtout la population pédiatrique, mais aussi les adultes, que ce soit de façon involontaire ou volontaire chez les patients qui ont des troubles psychiatriques, les intoxiqués, les intoxications alcooliques et chez les prisonniers. Le cas échéant, l'ingestion elle est volontairement répétée et parfois avec de nombreux corps étrangers. Donc, pour les adultes avec ingestion involontaire, dans la littérature, le premier corps étranger qu'on trouve, c'est les arêtes de poisson, mais aussi les os, les dentiers. Et dans la population occidentale, c'est les impactions alimentaires. Pour les ingestions volontaires, là, on peut tout retrouver, différents objets, les stylos, les couverts, les rasoirs, les brosses à dents, comme ce qui est illustré sur ces multiples radios qui ont été pris chez une seule patiente multirécidivante sur une durée d'une année avec à chaque fois d'objets variables. Les bézoars, c'est l'accumulation de substances à l'intérieur de l'estomac. Les plus connus sont les phytobézoars, c'est l'accumulation de débris végétal. Et les trichobézoars, l'accumulation de cheveux, comme cette patiente qu'on a opérée il y a 15 ans, qui avait une trichotillomanie, c'est-à-dire qu'il arrachait ses cheveux, et une trichophagie. Et au fil des années, les accumulations, formations d'un corps étranger formées par les cheveux, qui étaient impossibles à extraire, bien sûr, par voie endoscopique, et qui a été opérée. Il y a aussi ce qu'on appelle le body packing, c'est les patients
qui voyagent avec de la drogue remplie dans des sacs, souvent des préservatifs, comme chez cette patiente qui a été interpellée à l'aéroport de Fès, qui avait 8 sacs de drogue. Alors, il faut savoir que chez ces patients, il ne faut pas essayer d'extraire ces sacs de drogue par voie endoscopique parce qu'il y a un risque de rupture et donc un risque d'overdose pour le patient ou la patiente qui est mortel. Chez les enfants, le premier corps étranger qu'on trouve, c'est les pièces de monnaie, mais on trouve aussi les aimants, les piles, boutons et cylindriques, les jouets, mais aussi les épingles et les aiguilles. Il y a une unité selon les pays et régions, comme dans cette étude chinoise, chez plus de 1000 patients, le premier objet retrouvé, c'était les noyaux de jujube. Au Maroc, comme vous pouvez le deviner, les objets retrouvés, le premier objet retrouvé, c'était les épingles, notamment chez la population féminine, dans 2 études, une à Casa et une à Marrakech. Dans la population pédiatrique, ça rejoint la littérature mondiale, c'est surtout les pièces de monnaie, mais aussi les jouets, les aiguilles, les épingles, etc. L'évaluation clinique à l'interrogatoire chez un patient qui est conscient, on va préciser bien sûr la date et l'heure exacte, le type de corps étranger. On va rechercher les symptômes associés, odynophagie, une dysphagie, une irritation de la gorge, le début de ces signes, la localisation de l'inconfort, bien que ça ne répond pas forcément à la localisation du corps étranger. Chez les enfants et les patients qui ont un retard mental, on peut suspecter le corps étranger devant tout refus d'alimentation avec hypercyanurée, vomissement ou dyspnée. L'examen clinique aura comme but de chercher les complications qui sont l'hémorragie, qui sont l'occlusion, mais surtout la perforation. La perforation la plus redoutée est la perforation œsophagienne. C'est pourquoi il faut chercher un emphysème subcutané, une hyperémie, une tachycardie. On commencera par une radiographie de face, mais on demandera une radiographie que si l'objet en question il est radio-opaque. Sinon, pour les objets en bois, en verre, en plastique, ça ne sert à rien de demander une radiographie. Alors, une radiographie comprendra le cou, le thorax, voire l'abdomen. Il nous aidera à localiser le corps étranger, préciser, décrire la taille, la forme et le nombre de corps étrangers s'ils sont multiples. Alors, l'opacification, ça ne sert à rien et elle est déconseillée par les différentes sociétés savantes. Ça va retarder la prise en charge, ça augmente le risque d'inhalation au cours de l'endoscopie et ça va diminuer la visibilité de l'endoscopie. Si on a une suspicion de perforation, dans ce cas, il faut plutôt demander un scanner. En plus des éléments qu'on a déjà décrits en radiologie, il va préciser la profondeur dans la paroi du corps étranger, l'état du tissu adjacent et il va chercher d'éventuelles complications. Il faut savoir aussi qu'en cas de perforation, le pneumopéritoine typique peut manquer et donc il faut chercher un signe de perforation, il faut chercher un épaississement de la paroi, une infiltration de la graisse, un pneumopéritoine localisé ou une occlusion secondaire qui peuvent témoigner d'une éventuelle perforation. Alors, chez les enfants, en Grande-Bretagne et en Inde, il y a des auteurs qui proposent d'utiliser un détecteur de métal pour chercher ou savoir si le corps étranger il est impacté au niveau de l'œsophage ou qu'il est déjà passé en intra-abdominal. Ah, bien sûr, pas celui-là, c'est des petits détecteurs de métal, mais ça nécessite une formation préalable par les médecins pour savoir si le corps étranger est au niveau de l'œsophage ou au niveau de l'estomac. Par contre, il faut que l'objet en question soit en métal, parce que sinon, s'il est en bois, en verre ou en os, ça ne sert à rien, bien sûr, d'utiliser un détecteur de métal. Alors, pour la prise en charge, il dépendra du corps étranger, de sa localisation et du patient et de l'opérateur aussi. Donc, pour les corps étrangers, les objets mousse, de petite taille, en général, on peut se contenter d'une observation, sauf pour les piles, les aimants et les objets larges. Les objets pointus ou tranchés et les objets longs, supérieurs à 5 à 6 cm, là, la règle, il faut les extraire. Pour les impactions alimentaires, on laissera pour tout à l'heure. Et là, je rappelle pour les sacs de drogue qu'il ne faut pas essayer de les extraire par voie endoscopique parce qu'il y a un risque de rupture et donc risque d'overdose mortelle. 2 clichés de radiologie qui montrent d'une part à droite une pièce de monnaie et à gauche une pile. Alors, comment faire la différence? Les piles, on cherche cet aspect de halo périphérique ou de double contour, c'est en général des piles. Alors, pourquoi on insiste sur les piles?
parce qu'il y a un grand risque de nécrose au niveau de l'œsophage. La lumière de l'œsophage est étroite et donc il risque qu'il y ait un courant électrique vu que la paroi de l'œsophage va être en contact avec les deux pôles et donc on risque d'avoir une nécrose par courant électrique ou par libération de substances chimiques, notamment les substances alcalines. Les aimants aussi peuvent être dangereux. Pourquoi? Surtout s'ils sont multiples, parce qu'ils vont s'attirer, prenant en sandwich la paroi digestive ou une anse digestive, et donc qui peuvent causer ainsi soit une nécrose, une perforation ou une fistule. S'il s'agit d'un seul aimant et qu'on est sûr qu'il s'agit d'un seul aimant, c'est pas grave. Si plusieurs aimants ou un aimant avec un autre objet métallique, là c'est dangereux et donc il faut les extraire. Pour le timing, quand est-ce qu'il faut faire l'endoscopie? Alors, pour les corps étrangers localisés au niveau de l'œsophage, si le corps étranger en question il est sténosant, s'il s'agit de piles ou de corps étrangers tranchants pointus, là c'est une extrême urgence. Il faut faire une endoscopie au mieux dans les 2 heures, au plus tard dans les 6 heures. Sinon, s'il ne s'agit pas de ce type de corps étranger, il n'y a pas d'obstruction totale, il faut la faire dans les 24 heures. Pour les corps étrangers qui arrivent au niveau de l'estomac, s'ils sont tranchants, pointus, s'il s'agit d'aimants ou de piles ou de batteries, si l'objet en question il est lent, c'est-à-dire supérieur à 5-6 cm, et donc un risque de perforation au niveau des onculations duodénales, ou large, supérieur à 2,5 cm, avec un risque d'impaction au niveau du pylore ou au niveau de la valvule iléocécale, il faut faire une endoscopie dans les 24 heures. Sinon, si l'objet en question il est de taille moyenne ou mousse, on peut faire l'endoscopie dans les 72 heures. On peut se contenter d'une observation carrément en externe. S'il s'agit d'objets au niveau intragastrique qui sont mousse, avec des dimensions inférieures à 6 cm de long et 2 ou 2,5 cm de large, donc on peut mettre le patient sous observation à condition d'informer les patients d'éventuels signes d'alarme, à savoir des douleurs abdominales, des nausées, des vomissements, et proposer aux patients de faire une surveillance de ces selles. La surveillance se fera radiologiquement une fois par semaine. Si l'objet en question stagne au niveau intragastrique au-delà de 4 semaines, là, il faut faire l'endoscopie pour aller l'extraire, même s'il s'agit d'un objet qui est mousse et de petite taille. Donc, pour les piles et les aimants, on a dit il faut toujours les extraire, quelle que soit la taille. L'ASGE a émis une exception pour les piles inférieures de 20 mm de diamètre qui stagnent moins de 48 heures au niveau de l'estomac, qui sont asymptomatiques. Il propose une surveillance radiologique tous les 3-4 jours et ne faire l'endoscopie d'extraction qu'en cas de stagnation au-delà de 4 jours ou en cas de complications, de signes de complications ou d'obstruction. Alors, faut-il anesthésier les patients? Le SGE recommande de faire une anesthésie générale avec intubation trachéale chez les patients avec risque d'inhalation. Qui sont ces patients? C'est les enfants, les patients non coopérants, en cas d'hypercée à l'oreille, en cas d'impaction alimentaire, si le corps étranger est impacté au niveau pharyngé ou au niveau de l'œsophage proximal, s'il s'avère qu'il est difficile à extraire, ou en cas de corps étranger multiple, et en cas d'estomac plein. Pour les autres cas, l'endoscopie peut se faire chez un patient vigile ou avec une sédation légère. Alors, il faut noter que les études n'ont pas trouvé de différence concernant les complications par rapport aux différents types d'anesthésie ou de sédation. En général, les sujets âgés, tarés, on propose une sédation légère. Pour les patients jeunes, une intubation trachéale. Alors, avant de faire l'endoscopie, il faut avoir à disposition différents matériels. Les plus utilisés, c'est les pinces dents de rat, les pinces crocodiles, les anses paniers pour les objets ronds, mousse, les ballonnets d'extraction pour les objets troués. On peut aussi utiliser pour les grands objets les anses de polypectomie, voire les anses à dormir. Un exemple, ici, une patiente qui a ingéré son dentier. À la radiographie, c'était au niveau de l'œsophage. Et donc, l'opérateur a utilisé une pince dent de rat et l'extraction s'est faite en douceur facilement. Ici, un autre cas, donc presque le même dentier de la même forme qui était initialement au niveau de l'œsophage, mais une fois l'opérateur est entré, il a trouvé le corps étranger au niveau de l'estomac. Et donc, vu la présentation du corps étranger, on a utilisé ici une anse
une once de polypectomie, donc qui a saisi facilement le corps étranger en question et qui était extrait sans problème. Ici, c'était une couturière qui a avalé accidentellement une aiguille. La radiographie a trouvé que l'aiguille se projetait au niveau de l'estomac. Les deux extrémités de l'aiguille étaient impactées au niveau, à la paroi gastrique de part et d'autre. Et donc, l'opérateur ici, il a utilisé une simple pince à biopsie. Il a mobilisé gentiment l'aiguille, permettant ainsi de la libérer de la paroi gastrique. Puis, il a relâché l'aiguille pour la saisir d'un bout. C'est ce qui est recommandé d'ailleurs pour les objets longs, de les saisir d'un des deux extrémités, en général l'extrémité non tranchante, et de la garder à vue et de l'extraire de façon verticale et non horizontale, parce que si on extrait de façon horizontale, il y a un risque bien sûr de léser la muqueuse et risque de perforation. Ici, un cas de littérature chez un enfant qui a avalé un objet métallique troué qui est resté 2 mois au niveau de l'œsophage proximal. Donc, ça a nécessité la coopération de l'endoscopiste et de l'ORL, l'utilisation de pinces, dents de rat et crocodile pour mobiliser le corps étranger en question. Puis, un ballonnet est passé à l'intérieur du corps étranger, a été gonflé, puis l'extraction faite du corps étranger en question. Alors, pour les objets longs, il est conseillé, fortement recommandé d'utiliser un overtube lorsqu'il est disponible. Un long overtube de plus de 45 cm, ça permettra de protéger la paroi œsophagienne, le pharynx, et protéger les voies aériennes d'une éventuelle inhalation de fausse route. Sinon, on peut utiliser aussi les capuchons en caoutchouc qu'on va fixer au bout de l'endoscope. On va l'inverser. Une fois à l'estomac, on saisit notre corps étranger tranchant. Au moment du retrait, une fois arrivé au niveau du cardia, le capuchon va se retrousser, fermant ainsi le corps étranger, protégeant la paroi gastrique. Si on ne dispose pas de ce capuchon, on peut faire un capuchon de débrouillage en prenant un gant chirurgical, on le coupe, on prend la partie distale, on la fixe au bout de l'endoscope. Je vous conseille plutôt d'utiliser un anneau en plastique pour ne pas endommager l'endoscope. On va l'inverser, on va entrer, une fois arrivé à l'estomac par exemple, on saisit notre corps étranger, au retrait, une fois arrivé au niveau du cardia, notre capuchon de débrouillage va se retrousser, couvrant ainsi le corps étranger et protégeant la lumière, la paroi œsophagienne. Ici, un patient qui a des troubles psychiatriques, qui a eu la mauvaise idée de manger ses chaussures à boucle. Donc, la radiographie a objectivé la présence à l'air gastrique d'objets métalliques qui a été retrouvé en endoscopie. Donc, on est sorti, on a fait notre capuchon de débrouillage, on a utilisé une pince dent de rat. Comme vous voyez, il y a plein de parties tranchantes des deux corps métalliques. Donc, une fois à l'extraction, une fois arrivé au niveau du cardia, notre capuchon s'est déployé, couvrant le corps étranger, protégeant ainsi la paroi œsophagienne. Donc, on est entré à nouveau pour le deuxième corps étranger, la même chose. Donc, le capuchon s'est retroussé, a couvert la paroi, a couvert le corps étranger, donc a protégé la paroi œsophagienne. Pour les impactions alimentaires, il y a des auteurs qui suggèrent initialement un traitement médical à base de glucagon, 1 mg en intraveineux. Ça permettra de relâcher la paroi de l'œsophage et du sphincter inférieur de l'œsophage, donc permettre aux aliments de passer au niveau de l'estomac. Sinon, l'endoscopie est indiquée dans les 24 heures, sauf s'il y a une obstruction complète. L'urgence est immédiate, il faut faire l'endoscopie dans les 2 heures. Alors, ce qui est recommandé actuellement, de pousser gentiment les aliments impactés par une insufflation et avec une pression douce pour éviter d'éventuelles complications. En moindre résistance, il faut s'arrêter et il faut essayer d'extraire l'aliment, soit en bloc, soit en le fragmentant par les différents instruments qu'on a vus tout à l'heure. On peut aussi s'aider d'une pompe à eau pour déliter le bloc alimentaire et faciliter l'extraction.
Il ne faut pas oublier, en cas d'impaction alimentaire, de chercher une pathologie sous-jacente, une sténose peptique, des anneaux, une pathologie néoplasique, des diverticules. Si on ne trouve rien du tout, il faut faire des biopsies systématiques de l'œsophage pour chercher une œsophagite à eosinophile retrouvée dans 40% des cas d'impaction alimentaire. Les complications, heureusement, ils sont rares, surtout les complications sévères. 5% en absence de prise en charge. Si on a fait une bonne prise en charge, les complications sont rares, moins de 1%. La mortalité, elle est rare. Les facteurs de risque de complications sont une prise en charge au-delà de 24 heures, les sujets âgés, l'impaction au niveau de l'œsophage proximal, et dépendra aussi du type du corps étranger, notamment les corps étrangers de grande taille et les objets tranchants. Si on a fait notre extraction, il faut revenir par voie endoscopique pour chercher une éventuelle complication. La reconnaissance rapide d'une complication permet une éventuelle gestion conservatrice de cette complication. Pour une perforation, par exemple, on peut fermer par des clips ou déployer une prothèse couverte. Donc, plus tôt la complication est reconnue, plus la gestion et le pronostic il est bon. La chirurgie est réservée pour les cas de complications non gérées endoscopiquement ou en cas d'échec d'endoscopie. Donc, les 10 commandements de cette présentation, il faut bien évaluer les patients, notamment les enfants. Il faut vérifier la liberté des voies aériennes. Il faut chercher les signes de complications avant de faire une endoscopie. Pour les petits objets mousserants, l'élimination se fait par voie naturelle. Ce n'est pas la peine de faire une endoscopie. Il faut par contre, pour les autres objets impactés au niveau de l'œsophage, les objets tranchants, les piles et les objets dangereux qu'on a vus tout à l'heure, il ne faut pas retarder la prise en charge. Il faut avoir à disposition différents matériels. Il faut penser à protéger la paroi œsophagienne et pharyngienne par un overtube ou par un capuchon de protection en caoutchouc. Il faut protéger les voies aériennes contre d'éventuelles inhalations en cas de risque d'inhalation, par intubation ou par l'utilisation d'un overtube. Il ne faut pas essayer d'extraire endoscopiquement les paquets de drogue. Il y a un risque de rupture et donc risque d'overdose mortelle. Il faut détecter précocement la survenue d'une complication après une extraction endoscopique. Ça permettra de gérer d'une manière optimale. Et il ne faut pas oublier à la fin de rechercher une pathologie sous-jacente de l'œsophage en cas d'impaction alimentaire. Je vous remercie. Donc, merci, professeur Mkawi, pour cette mise au point très intéressante, donc didactique, complète. Donc, vous avez bien souligné les différentes situations rencontrées, lorsqu'on a affaire à des malades qui ont ingéré des corps étrangers. Vous avez bien sûr insisté sur les indications. Donc, bien sûr, il faut pas envisager l'endoscopie de manière systématique, comme vous l'avez dit. Donc, dans pratiquement 80-90% des cas, donc il y aura une élimination spontanée du corps étranger. D'ailleurs, justement, on a souvent affaire à la pression des malades, et parfois même de médecins urgentistes. Donc, à chaque fois, on a une ingestion du corps étranger. Donc, vous avez insisté sur le délai de la réalisation de l'endoscopie en fonction de la nature du corps étranger et de la symptomatologie. Donc, si vous pouvez résumer, c'est Amine, donc le délai de la réalisation, surtout en urgence, et les principaux corps étrangers à extraire dans les heures qui suivent l'ingestion du corps étranger. C'est bon? Oui. Alors, en cas de corps étranger, on a une construction totale de l'œsophage. Ou il s'agit d'un corps étranger dangereux, c'est-à-dire un objet tranchant, où il s'agit de piles, oui, voilà, avec risque de brûlure. Dans ce cas, il faut faire l'endoscopie dans les 2 heures. Au mieux, dans les 2 heures. Sinon, au maximum 6 heures. D'accord? Vous m'entendez? Oui, je vous entends, c'est Très bien. Alors, si un corps tranchant, pointu, des piles,
Une impaction avec obstruction totale hypercellulaire, c'est dans les 2 heures au maximum, dans les 6 heures, s'il est impacté au niveau de l'œsophage. Sinon, on peut attendre, il faut la faire dans les 24 heures, peut-être donner, surtout pour les pièces de monnaie, donner 12 heures pour savoir si le corps étranger va passer à l'estomac ou pas. Si le corps étranger, il est déjà au niveau de l'estomac, pour les corps dangereux dont on a cité tout à l'heure, les corps longs, larges, pointus, tranchants, les piles, les aimants, il faut les faire dans les 24 heures, dans un délai de 24 heures. Pour les petits objets, moins de 2,5 de diamètre, moins de 6 cm de long, on peut même choisir de ne pas faire d'endoscopie et suivre les malades. Comme on a dit, ça va être éliminé naturellement dans 90% des cas. Si ça stagne au niveau de l'estomac, là il faut agir. Pour les piles, les petits piles moins de 2 cm, on a dit tout à l'heure, l'ASGE préconise aussi qu'on peut faire une observation et de ne pas agir endoscopiquement. Pour les corps étrangers qui ont déjà passé le pylore, ils sont déjà au niveau intestinal. Là encore, si c'est des petits objets, on va attendre l'extraction naturelle. S'il s'agit de piles, on peut accélérer par exemple par des laxatifs, surtout pour les piles et pour les sachets de drogue. On peut accélérer par des laxatifs et favoriser l'élimination naturelle. Très bien. Donc, en pratique, c'est Amir. Donc, devant un malade qui ingère un corps étranger, quels sont les éléments cliniques, les signes cliniques à rechercher qui témoignent de la présence d'une complication, auquel cas on va faire appel au chirurgien. D'ailleurs, il y a une question d'un participant qui te demande de rappeler les indications chirurgicales, d'accord? Ça, c'est d'une part. Donc, quels sont les signes cliniques à rechercher? Et deuxièmement, quels sont les signes obstructifs? Donc, il faut absolument rechercher au niveau de l'œsophage, donc qui témoigne de la présence d'une obstruction complète, auquel cas vous avez répondu, il faut intervenir idéalement dans les 2 heures. D'accord. Alors, si obstruction totale au niveau de l'œsophage, on aura une hypercellulorée surtout, avec des nausées, vomissements, une aphagie, une dysphagie totale. Là, il y a une obstruction totale au niveau de l'œsophage et il y a urgence à agir, endoscopiquement d'abord peut-être. Les signes de complications, il y a beaucoup de complications. Il y a l'hémorragie, il y a la perforation, il y a la péritonite, il y a la médiastinite, il y a des fois des complications rares décrites dans la littérature, il y a des appendicites, il y a angiocolite, mais c'était un corps étranger qui était coincé dans une anastomose biliodigestive. Il y a même des abcès pancréatiques, abcès du foie, etc. Donc les signes à chercher, c'est comme on a dit tout à l'heure, une tachycardie, une hyperémie, des signes d'occlusion, des signes de médiastinite. Il faut chercher un emphysème sous-cutané témoignant d'une perforation éventuellement de l'œsophage. Là, bien sûr, il faut suspecter une complication et il faut faire un scanner pour évaluer et peut-être passer la main au chirurgien. Voilà. Pour les perforations, pour les petits corps tranchants, par exemple les arêtes de poisson compliquées d'une perforation, on peut discuter avec les chirurgiens, on peut prendre une décision en concertation de faire l'endoscopie sous CO2, enlever cette arête de poisson ou un petit os de poulet, etc. et d'essayer de gérer de façon conservatrice le patient, c'est-à-dire mettre le patient sous antibiothérapie, le laisser et le laisser sous surveillance et ne pas agir que si ça marche pas. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, parfait. Donc, on a 2 autres questions, donc relatifs à l'impaction alimentaire. Donc, le participant te demande, en cas d'impaction alimentaire qui ont séjourné dans l'œsophage plus de 24 heures, est-ce qu'il ne faut pas mettre systématiquement une prothèse? Qu'est-ce que tu en pensais, Amine? Donc, tu n'as pas parlé de prothèse. Donc, un corps étranger qui reste coincé au niveau de l'œsophage plus de 24 heures. Est-ce que tu envisages de mettre une prothèse? Non, je ne vois pas l'indication. En plus, s'il n'y a pas de sténose, il n'y a rien, la prothèse va risquer, c'est une prothèse couverte, il va risquer de migrer, mais je ne vois pas pourquoi, s'il n'y a pas de perforation, mais mettre une prothèse du tout. Mais il faut chercher la pathologie sous-jacente.
Ça peut être une sténose peptique le plus souvent, dans 50% dans la littérature. Ça peut être néoplasique, ça peut être des verticules, ça peut être des anneaux, ça peut être une œsophagite eosinophile. Justement, lorsqu'on trouve rien, il faut faire des biopsies de l'œsophage bas, moyen, haut, pour chercher une éventuelle œsophagite eosinophile. Si on a la cause qui est visible endoscopiquement, on fera le diagnostic et on fera ce qui doit être fait. Mais poser une prothèse après une impaction alimentaire, poser une prothèse systématiquement, non, c'est décrit nulle part. Et je ne vois pas l'utilité, franchement. Je sais pas. D'accord. Donc, tu fais systématiquement, donc en cas d'impaction alimentaire, après retrait ou si tu as opté pour pousser le corps étranger, donc tu fais systématiquement des biopsies œsophagiennes, parce que dans ta S'il n'y a, présentation, rien tu qui dis explique, si 40%. c'est pas un diverticule, si c'est pas un anneau, si c'est pas une sténose néoplasique, si c'est néoplasique, on va faire les biopsies quand même. Et d'ailleurs, les deux conduites sont valables. Et c'était lentement discuté. Est-ce il faut pousser, il faut extraire d'emblée? Mais finalement, il y a des études qui ont montré qu'il n'y a pas de différence. Et donc, la tendance, et même dans les recommandations, ils conseillent de pousser gentiment l'impaction alimentaire. Et bien sûr, s'il y a moindre résistance, il faut s'arrêter et essayer de l'extraire. Voilà. Euh, Et s'il n'y a rien qui explique cette impaction, c'est-à-dire il n'y a pas de sténose, il n'y a pas d'anneau, oui, il faut faire des biopsies de l'œsophage. d'accord. À la Manométrie, recherche de tu vois pas l'œsinophile qui l'intérêt. est 1% des cas quand même. Donc, si tu n'as pas d'œsophagite eosinophile, est-ce que tu envisages une manométrie œsophagienne? Oui, oui, parmi les causes, les troubles fonctionnels oui, surtout s'il s'agit d'impaction qui est récidivante. Voilà, il faudra discuter l'utilité de faire. Maintenant, il faut revenir au malade, faire l'interrogatoire. Est-ce qu'il y a une notion de dysphagie? Est-ce qu'il y a une notion d'adaptation du patient? Il prend plutôt d'alimentation mixée, etc. S'il y a moindre doute, on fait une manométrie œsophagienne. Oui, pourquoi pas. D'accord. Donc, on va essayer de répondre. Sauf s'il s'agit d'un patient édenté qu'il a pris une grande bouchée de viande, etc. Et que, voilà, maintenant, c'est au cas par cas. Si c'est un cas récidivant, qu'il a des signes de dysphagie intermittente, etc., il faut suspecter des troubles fonctionnels C'est pas du moteurs de l'œsophage et réaliser peut-être une manométrie. Donc, tu as une autre question, c'est Amine. Bon, un corps étranger impacté en aval de l'angle de tresse, par exemple un morceau de verre épingle dans le jéjunum, est-ce que tu envisages une extraction endoscopique ou chirurgicale? Donc, un corps Si on peut étranger arriver au-delà par de voie cette fois. endoscopiquement, si on peut arriver par voie endoscopiquement et qu'on a le matériel nécessaire, oui, pourquoi pas. Il faut juste utiliser le capuchon pour protéger après la paroi, surtout la paroi œsophagienne. D'ailleurs, voilà, les cas le capuchon en caoutchouc que je vous ai montré, la revue de littérature qui a parlé de ça, ils ont extrait plusieurs morceaux de verre du duodénum et des jéjunum, justement, en utilisant le capuchon en caoutchouc. Concernant le matériel CMI, donc il y a une question concernant les ovaires tubes. Donc, il y a un Oui, participant, Dr Hart, demande est-ce qu'on peut les trouver au Maroc, les ovaires tubes? je ne sais pas, franchement, je ne sais pas. Hmm. Si on ne les demande pas, les prestataires de Hada, ils ne vont pas les amener. Il faudra peut-être que ça vienne de nous, qu'on les demande, comme ça, les vendeurs de matériel vont peut-être les faire entrer au Maroc. Concernant le matériel, professeur Kawi, quel est Oui. le matériel minimum qu'il faut avoir? Donc, on s'adresse à des gastro-entérologues qui pratiquent, que ce soit en libéral ou en hospitalier. Quel est le Oui, matériel minimum à avoir? Donc, tu as parlé d'une oui, panoplie de matériel. Quel est le oui. minimum de matériel à avoir à sa disposition? Les plus utilisés, c'est les pinces d'extraction. Donc, on peut choisir soit un don de rat, soit pince crocodile. Euh, J'opterais plutôt, je ne sais pas ce que vous en pensez, pour une don de rat. Et pour le matériel un peu plus grand, on peut utiliser les anses de polypectomie que tous les endoscopistes ils ont. Voilà.
Par contre, pour les pièces ronds, mousse, ça peut-être des fois c'est difficile de les saisir avec avec la pince d'Andorra. Donc Une du coup, si on panier. a une once panier, ça sera bien aussi, oui. Euh, Est-ce qu'il y a une place pour la pince à biopsie? Parce que tout à l'heure, dans ta présentation, Oui, vous avez retiré. Bon, moi, je pense que qu'une pince à biopsie ne sert la pas à pince à biopsie, grand-chose. elle a moins de force que Dondra et le crocodile. On arrive à mal Maintenant, saisir les objets. maintenant, c'était une aiguille qui était fine, qui était facilement mobilisable et a été pris par la pince à biopsie. Donc voilà, l'opérateur a fait avec le matériel qu'il avait. D'accord. Tu as eu une question de professeur Abid, Hakima. On a assez souvent des sujets qui ingèrent des dentiers de façon accidentelle, avec parfois des dégâts graves. Ne faut-il pas intervenir en tant que gastro-entérologue à travers la SMED et sensibiliser les dentistes? Je ne sais pas, est-ce que c'est une question, une proposition? Bien sûr, on est d'accord. Qu'est-ce que tu en penses, Amine? C'est une remarque. Euh, les corps Je sais étrangers, pas si ça peut être. Oui, oui, c'est. allez-y, allez-y. Donc, apparemment, on a dépassé un peu le temps. Donc, Oui. une dernière question, c'est Amine. Les corps étrangers gréliques ou coliques sans Oui. impaction qui bougent sur les ASP, est-ce qu'il faut laisser le malade à jeun, l'alimenter ou lui donner des laxatifs? Donc, ça, tu supposes, tu fais, comme Alors, tu as dit, des ASP s'il ne chaque s'agit semaine. pas d'objets. نعم أستاذ. Si j'ai bien retenu d'après ta présentation, donc un objet qui est mousse, qui est de petite taille, sans signe clinique. Donc, tu fais des radios toutes les semaines jusqu'à l'élimination. Sinon, après 4 semaines, tu le. Oui, s'il reste au niveau de l'estomac. S'il reste au niveau de l'estomac. D'accord. S'il migre, bah, c'est la même conduite atténuaire. S'il s'agit d'objets mousse de petite taille, on peut le surveiller en ambulatoire à domicile, c'est-à-dire qu'il va manger et tout, sauf s'il y a un risque d'obstruction. Si l'objet en question il est de grande taille, là il faut le surveiller de près ou essayer d'intervenir en dessous. Et en attendant, justement, le participant te demande, S'il s'agit d'un petit objet qui a déjà migré, est-ce que tu le laisses à jeun? Est-ce que tu l'alimentes? oui, c'est le tir. Est-ce que tu donnes des laxatifs? Non, 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 non. S'il ne s'agit pas d'un gros objet avec risque d'obstruction, on ne le laisse pas. Hein. On va le moindre signe de complication, douleur abdominale, nausées, vomissements, il surveille ses selles, d'accord, mais il reste chez lui, il vit chez lui, et voilà. Donc, et on fait, c'est au niveau de l'estomac une radio toutes les semaines. La même chose si c'est au niveau du grêle. Si ça bouge, que ça ne stagne pas, il n'y a pas intérêt à intervenir. Si ça stagne au-delà de 3-4 jours au niveau du grêle, au niveau du grêle surtout, là peut-être qu'il faudra intervenir. Mais sinon, on laisse sortir le patient, il va vivre normalement. Normalement, il s'alimente que de Sauf laxatifs. s'il s'agit bien sûr d'objets tranchants ou qui peut s'obstruer. Merci, Amine. Je crois qu'on a dépassé un peu le temps. Donc, Merci, je te c'est remercie moi. vivement pour tous ces éclaircissements, pour cette mise au point qui a été complète. Donc, on a essayé de répondre à toutes les questions. Merci, Amine. Donc, on va passer à la deuxième. Merci. Merci, Amine.